Bonjour, bienvenue à cette présentation des nouveautés essais et documents de la section adulte de la salle de montre de Mars. Alors, des livres sérieux, très sérieux ce mois-ci. On commence par une nouvelle traduction d'un auteur fétiche pour moi, Spinoza, grand philosophe du XVIIe siècle. Nouvelle traduction de Maxime Rovère, un grand spécialiste, traducteur, spécialiste de Spinoza. Il a écrit des livres, des commentaires absolument merveilleux. Il est, je dirais, dans la mouvance avec Spinoza du côté pratico-pratique de sa philosophie, de son livre principal qui est l'éthique, mais ses analyses sont toujours, c'est ça, orientées d'une façon existentielle, j'allais dire, très pratique justement, de se retrouver dans ce livre magistral. Et ici, c'est ça, donc nouvelle traduction qui se veut dans son approche plus grand public. Et aussi dans, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais dans sa présentation même, la lecture se fait, à mon avis, beaucoup moins ardue. C'est-à-dire que vous avez le texte de l'éthique ici, la traduction naturellement, et toujours dans la page de gauche, vous avez les notes du texte. Il y en a beaucoup. L'éthique, peu importe la traduction que vous allez prendre, les auteurs ont toujours mis beaucoup de notes pour expliciter le texte de l'éthique de Spinoza. Ici, ça sert, donc vous n'avez pas de renvoi à la dernière page, de retrouver les notes 25 du chapitre 3 ou peu importe. C'est vraiment là. Moi, j'ai trouvé ça très pratique. Il y a moins de coupures dans cette lecture ici. Donc voilà, je l'attendais depuis un bon petit bout de temps. Elle était annoncée. L'éthique, Spinoza, nouvelle traduction, toute une équipe de traduction, mais sous la gouverne de Maxime Rovère, que je vous conseille. Si vous n'avez pas ici de traduction de l'éthique, je vous invite à regarder ça d'une façon très sérieuse, parce que c'est très bien. Spinoza, l'éthique, nouvelle traduction. Ensuite, toujours en philosophie, un petit livre d'une auteure, Sandra Laugier, philosophe française actuelle, contemporaine, qui porte sur Wittgenstein, intitulé Politique de l'ordinaire. Donc c'est une analyse très fouillée, portant uniquement sur le côté politique, social de la philosophie de Wittgenstein, grand philosophe début du XXe siècle, qui a initié, entre guillemets, ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie du langage. Donc là, elle va également faire intervenir dans des super beaux chapitres d'un philosophe américain qui a beaucoup travaillé, qui a fait connaître Wittgenstein, entre autres aux États-Unis, Stanley Cavell. Sandra Laugier en est, sans trop exagérer, la disciple, entre guillemets, dans le monde francophone, en Occident francophone, pour faire connaître le travail de Stanley Cavell. Et donc c'est Wittgenstein. Alors, si vous connaissez un peu cette philosophie du langage, elle avait été très peu traitée, parce que Wittgenstein lui-même n'a pas écrit explicitement comme tel là, des livres sur le politique, la vie en commun, si on veut, la vie commune, le communautaire, le social. De là, à partir de sa philosophie qui est très originale et de l'interprétation de Stanley Cavell, on va amener une analyse et c'est merveilleux, tout simplement merveilleux. Public relativement averti, je dirais, puisque ce n'est pas une introduction, vous plongez directement dans l'œuvre de Wittgenstein et de Stanley Cavell, mais Sandra Laugier écrit d'une façon très libre, très claire, rien de savant comme tel, donc à mon avis abordable pour les gens voilà, qui veulent s'initier à un très bon livre de philosophie. Je poursuis avec un très beau livre de Anne-Lise Chabert, philosophe française, Vivre son destin, vivre sa pensée. Je souligne une très belle introduction d'André Comte-Sponville, que vous connaissez sûrement.
Et ça, c'est un livre qui, à mon avis, fera date, que tout le monde devrait lire, puisqu'avec cette philosophe, elle analyse d'un point de vue très personnel, en allant vers, bien sûr, une analyse plus philosophique, donc plus objective, du handicap. Étant elle-même atteinte d'une maladie dégénérative, elle va parler. Je ne dirais pas que c'est un journal, loin de là, mais il y a un côté, bien sûr, très personnel, très intime de son expérience avec elle-même face à cet handicap, à cette maladie dégénérative. Donc, il y a là un temps où la réflexion peut naturellement s'accrocher à cet handicap qui devient de plus en plus envahissant au niveau physique. Et donc c'est toute ce vécu avec elle-même et dans la société ici qu'elle va parcourir. Alors c'est une réflexion très terre à terre naturellement sur le handicap en général dans la société, d'un horizon très large entre guillemets, du handicap pour différentes personnes. Et je dirais, c'est rafraîchissant parce que c'est au jeu et c'est quelqu'un de très éclairé, donc philosophe ici. Les analyses sont toujours justes. Les questions, surtout, il y a beaucoup de questions, de remise en question par sa propre expérience dans la société. Et elle nous tend naturellement un miroir de notre position, notre quotidienne face au handicap réel des gens ici. Donc, Anne-Lise Chabert, vivre son destin, vivre sa pensée. C'est aussi, je termine là-dessus, c'est aussi un très beau moment de méditation sur la souffrance. Que faisons-nous avec nous-mêmes et la souffrance lorsque nous en sommes témoins, mais bien sûr porteurs de la souffrance. Voilà. Un autre auteur en philosophie que je chéris également beaucoup, j'en ai déjà parlé dans des capsules plus anciennes, un auteur très prolifique, sinologue, philosophe français, François Julien. Il est en train littéralement d'écrire une œuvre qui devient œuvre, donc qui prend sa place monumentale dans la philosophie française. Mais aussi, on dit que c'est un des philosophes français qui est le plus traduit au monde, dans différentes langues. Si vous le connaissez, là, le livre dont je vous parle, c'est un de ces derniers, Moïse ou la Chine. Question, quand ne se déploie pas l'idée de Dieu? Et dans le bandeau, fallait-il penser Dieu, entre guillemets. François Julien, vous le connaissez sûrement, c'est le philosophe qui a établi un dialogue au sens propre du terme, des passerelles, des ponts entre la philosophie, je dirais, occidentale, pardon, et donc tout ce corpus, on s'entend grec, latin, philosophie contemporaine, et la Chine. Non pas l'Asie, non pas l'orientale, non pas la philosophie orientale, mais la Chine, la philosophie chinoise, la culture, l'esprit chinois, et la pensée, devrais-je dire, chinoise. Et là, on est très loin d'une étude comparative. François Julien n'est pas du tout là-dedans. Il ne compare pas des textes pour dire « Ah tiens, on dit ça ici, on dit ça là, qu'est-ce que ça vaut, des rapprochements, oui, non, non, pas du tout. » Son œuvre, aussi bien en art, là on aborde le côté religieux, donc le concept de Dieu. Comment ça se fait, il analyse, comment ça se fait qu'en Occident, on a eu besoin, on a créé le besoin ici de discourir, de penser, et de donner cette place si importante au concept de Dieu, alors qu'en Chine, l'histoire de la pensée, l'histoire intellectuelle, a fait en sorte que chez les hommes, le concept de Dieu n'a, entre guillemets, je ne dis pas du divin, de Dieu, n'a jamais eu lieu comme tel.
Alors, François Julien, comme à son habitude, va analyser cette bifurcation, entre guillemets, et surtout, ce qui est intéressant, c'est les conséquences de cette trajectoire, de ce choix de trajectoire de pensée. Donc, c'est un voyage, on recule dans la pensée occidentale, naturellement, contemporaine, moyenâgeuse, et en Chine également, pour voir comment, dans un mot plus simple, comment tous ces gens-là se sont débrouillés avec et sans le concept de Dieu. Naturellement, le but ici de François Julien est de nous montrer une certaine décrispation, en tout cas moi c'est comme ça je l'appréhende, je le lis, de la pensée occidentale via la pensée chinoise, parce que l'effet que cela nous provoque en pensée, c'est que, qui à mon avis a des effets tout à fait pratico-pratiques, des effets bien réels dans la vie individuelle de chacun, c'est que c'est un détour par la Chine pour revenir, j'allais dire, les yeux lavés vers nos conceptions. C'est un peu un choc des pensées, oui, mais ce choc ouvre quelque chose, ouvre, si on le veut bien, de rentrer dans une nouvelle conception, perception, de Dieu, du divin. Voilà. Donc François Julien, Moïse ou la Chine. Avant-dernier titre, chez Odile Jacob, comme j'en parle également régulièrement, des éditions Odile Jacob, qui à mon avis ont pris un certain tournant plus scientifique dans leurs propos, dépendamment bien sûr du thème traité ici. Là, c'est l'énigme de la raison, par un grand philosophe, Dan Sverber et Hugo Mercier, Odile Jacob. C'est littéralement une introduction très serrée, très sérieuse, mais tout à fait abordable pour le grand lecteur à qui la question intéresse. Donc, qu'est-ce que c'est la raison? Et ce qui est vraiment particulier là, c'est que non seulement les auteurs, naturellement, font une généalogie du côté de la philosophie, de la raison des philosophes, comme on dit, mais également, ce qui est vraiment intéressant, avec tout un pan, ou du moins la raison examinée sous le pan de la psychologie, des expériences, j'allais dire de laboratoire, des expériences de psychologie pratique cognitive. Donc c'est ça, intéressant de voir que cet auteur va chercher là plusieurs points de vue, dans le sens où non pas arbitraire et sans fondement, mais des points de vue soutenus par la science philosophique ou la psychologie, pour voir qu'est-ce qu'on entend. Voilà, la raison. Qu'est-ce que c'est la raison? Son utilité, sa découverte, son utilisation maximale, minimale, et bien sûr ses répercussions dans le monde contemporain lorsqu'on dit comme des mortels, utilise ta raison, les hommes manquent de raison. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on parle aussi de problématiques, problèmes, tout à fait ordinaires, de la vie ordinaire, j'allais dire, de tous les jours. On prononce le mot raison, et là, c'est une analyse vraiment, qu'est-ce qu'on entend par ça? Donc, Odile Jacob, l'énigme de la raison, très beau livre sur ce sujet. Dernier livre, toujours en philo, Terre et liberté, de Aurélien Berland. La quête d'autonomie contre le fantasme de délivrance. Alors, aux éditions La Lenteur, très belle maison d'édition, très beau livre, bien fait. C'est une très belle analyse, très belle recherche historique de cette espèce d'affrontement, devrais-je dire, entre le concept d'autonomie, l'autonomie, être autonome, qu'est-ce que ça signifie, et le côté délivrance, le côté de aussi bien des systèmes politiques. Il analyse longuement le marxisme comme un des derniers systèmes, oui, philosophiques, mais un des derniers systèmes
qui promet aux hommes une délivrance, même si elle n'est pas de nature religieuse, parce qu'on entend ce mot souvent naturellement accolé à la religion. Il ne faut pas oublier le marxisme, c'est ça aussi, hein, une utopie de la délivrance de l'homme, et le ramener à sa nature. Alors lui, il voit dans son histoire de la pensée qu'il y a cette opposition entre autonomie et délivrance, et il nous invite naturellement à quitter cette soif de ce qu'on appelle délivrance, mais plutôt de se retourner vers ce qu'on peut appeler l'autonomie. Qu'est-ce que c'est être autonome? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, par certains auteurs qui l'ont pensé naturellement, d'être autonome? Et bien sûr, pour ce qui est intéressant, c'est cet auteur-là, parce que comme je vous le lis, c'est un philosophe, Aurélien Berland, mais c'est aussi un jardinier dans ses pratiques, dans sa vie pratique, existentielle. C'est ça, l'enseignement, le jardinage, c'est un spécialiste de justement cette autonomie, des bons livres là-dessus, l'autonomie, j'allais dire, de subsistance, de tous les jours, la nourriture, les vêtements, surtout la nourriture. Cette idée de respecter la nature, non pas d'aller par-dessus, de s'en servir, mais vraiment, c'est ça, devenir autonome, c'est avoir besoin des autres également. Donc c'est ça, ça en fait quelqu'un de rafraîchissant, de par son horizon de vie. Alors ici, Terre et liberté, aux éditions La Lenteur. Voilà, écoutez, ça met fin ici à ces capsules des nouveautés de la salle de montre de mars 2022. Je vous invite naturellement à la parcourir, et nous, on se voit, je vous parle, au mois prochain pour la salle du mois de Réel. Alors, bonne lecture, bon choix. N'hésitez pas, bien sûr, à me contacter si vous avez des questions sur certains titres du Salon des Nouveautés. Merci, au plaisir.